Merci Michel Merle. Maintenant, Caroline Leclerc va nous expliquer ce que c'est que l'ennemi. L'ennemi, c'est la récidive. Qu'est-ce que la récidive et à partir de quel moment on parle d'une récidive? J'avais moi-même fait partie de l'étude expérimentale de ce produit en France, qui était une étude préliminaire, et je dois dire que mon impression de cette collagénase était tout à fait excellente avec les réserves que vous avez émises. On a beaucoup parlé aujourd'hui de récidive, et j'ai souhaité faire un petit point avec vous sur le sujet. Parce qu'en fait, c'est un problème. Cette récidive est un problème. On sait qu'elle existe, on l'a dit tout au long de l'après-midi. On sait qu'elle est plus ou moins inéluctable malgré le soin qu'on prend à essayer de l'éviter. Et on sait qu'on ne peut pas guérir la maladie. Et donc, il y a un certain nombre de patients qui vont évoluer vers la récidive. Je pense que la première chose à faire quand on veut traiter d'un sujet, c'est de le définir. Malheureusement, on se heurte déjà là à la première complication, c'est-à-dire qu'on parle tous de récidive, mais on ne parle finalement que rarement de la même chose. Si on veut essayer de synthétiser un petit peu les différents types de définitions, eh bien finalement on a deux grands types de définitions qui sont d'une part la définition anatomique et d'autre part la définition fonctionnelle. Définition anatomique, eh bien on est des chirurgiens, on enlève la maladie, ça récidive si la maladie revient, ça paraît assez clair. On voit réapparaître donc du tissu de Dupuytren dans la zone déjà opérée. Ça paraît très simple. En fait, déjà là, vous allez voir qu'on se heurte à un certain nombre de complications. Et puis, il y a la définition fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on a opéré le patient pour un défaut d'extension, eh bien, il y a récidive s'il y a de nouveaux défauts d'extension. Et on va voir que ces deux théories s'affrontent et que finalement, on se retrouve avec de grosses difficultés quand on veut essayer d'évaluer les résultats d'une série et quand on veut surtout confronter les résultats comparés de plusieurs séries entre elles. Alors, cette définition anatomique, bon, elle est utilisée par de nombreux auteurs. C'est celle que nous avons choisie. C'est une définition qui est assez restrictive puisque c'est la réapparition de la maladie dans une zone déjà opérée, mais ça implique aussi la réapparition de lésions nodulaires pures sans rétraction. C'est-à-dire que ce patient que vous voyez ici, qui a ce nodule récidivant, je ne sais pas si on voit très bien là-haut, ce nodule récidivant sur le 5e rayon, sans la moindre rétraction, nous le considérons comme une récidive. Donc effectivement, entre ce patient-là qui n'a pas de rétraction angulaire et celui qui a une rétraction angulaire, on ne parle pas exactement des mêmes patients. Et vous voyez que dans la série de Tubiana, dont on va reparler à plusieurs reprises là, qui sont donc les patients opérés par M. Tubiana et que j'avais revu avec un recul moyen de 10 ans, justement pour essayer d'évaluer la récidive, eh bien on avait un taux de récidive qui était aux alentours de 66%, ce qui est élevé. Mais si on retire de cette série les récidives qui ne sont que nodulaires, sans rétraction, eh bien vous voyez qu'on tombe tout de suite à 49%. Et donc toutes les séries qui n'incluent pas les nodules sans rétraction angulaire, eh bien, ne peuvent pas être comparées à celles qui incluent les récidives nodulaires aussi. Et puis, deuxième problème, c'est celui de la qualité de l'exérèse initiale. Puisqu'on dit réapparition de la maladie dans une zone qui a été nettoyée, eh bien, ça veut dire qu'on part du principe qu'on a enlevé toute la maladie. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas si facile que ça, en particulier au niveau digital. Et si on ne connaît pas parfaitement l'anatomie et la pathoanatomie au niveau digital, eh bien, on est tout à fait susceptible de laisser en place des brides, en particulier des brides profondes. Et alors là, est-ce qu'on parle de réapparition ou est-ce qu'on parle de poursuite de l'évolution de tissus qui n'ont pas été enlevés? Et là aussi, c'est relativement difficile. On a le... Oui. Il est derrière, il est juste derrière quand même. Merci.
Alors, pour compliquer encore les choses, on distingue la récidive proprement dite de l'extension. L'extension, c'est quoi? C'est l'apparition de la maladie dans une zone qui n'avait pas été opérée. Exemple, mon patient a une maladie de Dupuytren du 4e rayon, je l'opère, j'enlève les lésions, et puis voilà arriver des lésions dans le 5e rayon. Ça n'est pas une récidive à proprement parler, c'est ce qu'on appelle une extension. Celle-ci, elle est imparable, elle fait partie donc de l'évolution naturelle de la maladie du patient. Ceci dit, moi, chirurgien qui opère mes maladies de Dupuytren, je n'ai pas très envie de mettre en valeur mes récidives. Donc, cette petite récidive qui finalement est non pas exactement sur le rayon opéré, mais peut-être un peu entre les deux rayons, j'aurais vite fait de l'appeler extension. Donc là, il y a aussi une interprétation assez facile entre récidive et extension, et je pense qu'un certain nombre d'auteurs ne font pas forcément la distinction nécessaire. Troisième problème dans cette définition anatomique, eh bien, même si on est très préoccupé d'évaluer précisément ces récidives, quelquefois c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on peut avoir des lésions de type bride cicatricielle, comme vous voyez ici, c'est une bride au bord d'une greffe, il n'y a absolument pas de maladie de Dupuytren là-dedans, mais quelquefois il est bien difficile de savoir si on a affaire à une récidive ou non. Et puis, il y a les raideurs articulaires. Regardez ce cas-ci, c'est un cas récidivé, greffé, et vous voyez cette rétraction très importante. Mais ici, quand on palpe attentivement le patient, on ne trouve pas de nodule, on ne trouve pas de la bride, on trouve simplement une rétraction articulaire parce que c'est un doigt qui a été multi-opéré, qui s'est enraidi, et ça ne fait pas partie des récidives. Donc, vous voyez que quelquefois, il est bien difficile de savoir si on a affaire à une récidive ou à autre chose. Alors, cette définition anatomique, elle correspond parfaitement à l'aponévrectomie régionale telle que je vous l'ai définie tout à l'heure, où on enlève l'ensemble des lésions dans la zone atteinte. Donc, on pourrait imaginer que tous les auteurs qui utilisent cette technique nous renvoient dans la littérature des taux de récidive à peu près similaires. Il n'en est rien. Quand on regarde la littérature, vous voyez qu'on se retrouve avec des taux de récidive qui vont de 4,9%, et pourtant, c'est un suivi à 10 ans, et pourtant, il y a une cohorte importante puisque c'est 294 patients, et pourtant, la définition paraissait assez claire, nodule ou fascia apparaissant dans la zone opérée, et puis, à l'autre extrême, vous avez cette série qui date de 2008 avec 73% de récidive et avec exactement les mêmes critères. Donc, développement de nouveau du tissu du Dupuytren, y compris les plus petits nodules palpables, 7 ans de recul, 93 patients. Donc, vous voyez que là, on n'est plus très sûr de ce qu'on est en train de dire. Ça paraît quand même assez curieux qu'on ait des différences aussi importantes entre les différentes séries. Et puis maintenant qu'on a toutes ces nouvelles techniques dont on vient de vous parler qui sont développées, il n'est plus licite de parler de cette définition anatomique. Le docteur Rimbaud vous a bien expliqué qu'on ne faisait qu'inciser la bride de Dupuytren et donc on laisse le tissu en place. Comment parler de réapparition du tissu? Le tissu est là, il est encore en place, donc cette définition ne fait plus tellement sens. De même pour la collagénase, on a effectivement cassé la bride en un certain endroit, mais de part et d'autre, les lésions restent, les nodules persistent. Donc, comment savoir si on a une récidive ou non? Donc, dans ces cas-là, il paraît indispensable de trouver d'autres définitions. Et c'est donc là qu'est apparue cette définition fonctionnelle, qui est une définition donc angulaire, quelle est donc la rétraction du doigt après chirurgie. Alors, là encore, on se heurte à quelques difficultés et les différentes définitions qu'on trouve dans la littérature vont d'une définition extrêmement restrictive. Ça, c'est la définition de Badalamenti. Badalamenti, c'est l'équipe qui, avec Larry Hurst, a mis au point la collagénase et ils ont fait un travail absolument fantastique d'évaluation de leurs résultats et plus récemment de leurs récidives. Et donc, eux, ils ont essayé de regarder les récidives uniquement chez les patients qui avaient obtenu l'extension complète, vous voyez, de 0 à 5 degrés de la normale. Donc, ils ont mis de côté tous les patients qui n'avaient pas récupéré une extension complète pour être sûrs qu'ils parlaient bien de récidive. Et ils disent avoir une récidive quand on a une déformation angulaire qui réapparaît de 20 degrés ou plus sur l'ensemble des articulations concernées, c'est-à-dire MP plus IPP plus éventuellement IPD. Et puis, il y a d'autres séries
qui d'abord sont un petit peu moins restrictives, puisque au lieu d'être à 20 degrés, elles sont à 30 degrés, et qui ne font en fait qu'une comparaison par rapport aux résultats post-opératoires immédiats. Donc on mesure en post-opératoire immédiat, admettons qu'on n'obtienne que une extension à moins 40 degrés, et puis on mesure régulièrement, et à partir du moment où il y a une différence de 30 degrés entre les deux, on parle de récidive. Ça aussi, c'est sujet à caution. Et puis alors, il y a une définition qui est, à mon avis, à mon sens, encore plus laxiste, qui est tous les cas ayant nécessité une reprise chirurgicale. Il faut déjà que le patient ait envie de se faire réopérer, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, on est là dans cette définition fonctionnelle, certainement dans une appréciation optimiste des résultats, mais il suffit de le savoir, pourquoi pas. Est-ce qu'il faut coter par articulation? Est-ce qu'il vaut mieux coter par rayon? Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on sait tous que les résultats sont beaucoup plus péjoratifs sur l'IPP que sur l'AMP. Et puis, est-ce qu'il faut donc plutôt comparer le résultat à ce qu'on a obtenu juste après l'opération, ou bien ce qu'on a obtenu 2 mois plus tard en fin de rééducation? Ça n'est pas anodin, parce que si on se donne du mal, on va toujours arriver à étendre le doigt. Par contre, à vouloir trop étendre, on risque d'avoir des rétractions secondaires. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas, au lieu de se fixer sur ce qu'on a obtenu en péropératoire, se fixer ce qu'on a obtenu à la fin de la rééducation, quand on peut considérer que le résultat est obtenu? Donc tout ça sont des questions, je n'ai pas de réponse. Et puis il y a un dernier élément qui, alors là, est largement ignoré de la très très grande majorité des séries, c'est le facteur temps. Autrefois, dans les années 50-60, on pensait que les récidives étaient précoces. Et donc, vous voyez, toutes les séries de nos seniors étaient des séries avec des reculs entre 18 mois et 2 ans. Et voilà à peu près ce qu'on obtenait, 20, 30, 40% de récidives. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, ça n'était pas le cas. Et vous voyez que les séries des années 80 et 90, eh bien, on augmente considérablement le taux de récidive parce qu'on augmente le recul. Et en particulier, vous voyez ici des séries à 5 ans. Ces 3 séries-là sont des séries à plus de 10 ans, y compris la série Tubiana dont je vous parlais. Et voilà donc ces 3 séries qui sont à plus de 10 ans. Et vous voyez, on est surpris de voir qu'on a des courbes qui sont finalement assez superposables entre les 3 séries, avec un taux de récidive qui effectivement augmente surtout pendant les 5 premières années, et puis qui se ralentit, mais il ne vient en plateau qu'après 15 ou 20 ans d'évolution. Donc je crois qu'on ne peut pas se passer de cette notion du temps. Et quand on regarde, par exemple, cette série de Tubiana que j'avais revue, si on avait revu les patients à 5 ans et qu'ensuite on les avait abandonnés, eh bien vous voyez qu'on aurait parlé d'un taux de récidive à 47%. Comme on les a suivis à plus de 10 ans, le taux de récidive est à 66%, qui est dans la littérature un des taux les plus élevés. Mais ça n'est pas étonnant, c'est parce qu'on les a suivis suffisamment longtemps. Nous avons fait un autre travail il y a 2 ans, qui était une recherche bibliographique sur PubMed, en regardant tous les articles en anglais et en français, sans aucune limite de suivi. Donc c'était des suivis de 0 à 20 ans. On a retrouvé 110 publications qui étaient utilisables. On a restreint cette étude avec les critères d'inclusion suivants. Il fallait qu'il y ait plus de 20 patients dans la série. Il fallait que le type d'intervention utilisé soit le même pour tous les patients et soit bien détaillé. Il fallait qu'il y ait une définition précise de la récidive. Et il fallait qu'on ait bien entendu un taux précis après traitement. Et vous voyez que là, ça tombe à 27% de publications utilisables. Eh bien, on en est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de comparaison possible entre les différentes séries. Même quand la définition de la récidive est la même, il y a des différences de recul énormes, les calculs sont différents et on n'a pas réussi à faire des comparaisons. Alors, il ne faut pas être non plus trop pessimiste, il y a quand même des tendances qui se dessinent. Ça, c'est une de nos internes qui avait fait ce travail, Adeline Cambon-Binder, et vous voyez que quand on regarde le taux de récidive dans la littérature après aponevrotomie à l'aiguille, ben vous voyez que toutes les petites étoiles se situent en fait assez haut au-dessus. On avait pris comme référence les récidives de Tubiana, donc pour aponevrectomie, donc vous voyez qu'elles se situent un petit peu toutes ici. Et si maintenant on regarde dans la littérature relativement récente, les séries toujours utilisables après aponevrectomie,
vous voyez qu'ici, toutes nos petites étoiles se retrouvent beaucoup plus bas. Vous voyez, il y a quand même des tendances avec, après aponévrectomie chirurgicale, des taux de récidive qui semblent quand même beaucoup moins importantes, même si, encore une fois, on ne peut pas véritablement comparer les choses. Donc la définition idéale n'existe pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut baisser les bras et puis que chacun continue sa petite définition? Je ne crois pas. Je crois qu'il va falloir qu'on arrive à s'entendre. Et il y a d'ailleurs maintenant, avec toutes les nouvelles techniques qui sont apparues, des nécessités absolues de comparaison, ne serait-ce que pour des raisons économiques dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir quels sont les risques de récidive après chacune des différentes techniques. Et donc, il faut qu'on arrive à donner des définitions communes. Donc, après avoir pas mal réfléchi à plusieurs sur la question, eh bien voilà la tentative de définition qu'on essaye de mettre en place et qu'on vous propose et qui devrait être publiée dans la littérature prochainement. On peut faire des compromis sur la définition, c'est-à-dire que la définition que moi j'utilisais jusqu'à maintenant, qui était de dire réapparition de la maladie dans la zone opérée, même si ce sont des nodules, je crois qu'il faut l'abandonner en raison de ces nouvelles techniques, et on va plutôt passer à des choses angulaires. Et donc, la définition serait l'augmentation de la rétraction articulaire de plus de 20 degrés, parce que 30 degrés, ça paraît quand même un petit peu trop souple, en présence d'une bride palpable. C'est-à-dire qu'on élimine tout ce qui est de la rétraction cicatricielle, on élimine tout ce qui est de la raideur articulaire. Et il me semble qu'il est plus raisonnable de mesurer ça par rapport à la mesure angulaire à 3 mois post-opératoire plutôt qu'en post-opératoire immédiat. Par contre, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas faire de compromis, c'est le délai de survenue de la récidive. On ne peut pas parler de la même récidive si on a une série qui a été vue à 2 ans et si on a une série qui a été revue à 10 ans. Et donc je crois que soit on décide, et ça ce sera une décision qui sera à prendre par l'ensemble de la communauté de chirurgie de la main, qu'on ne peut pas parler d'un taux de récidive avant 5 ans, par exemple, et qu'il ne faut pas publier les résultats avant 5 ans, soit il y a une autre façon de faire, qui est d'utiliser les courbes de régression, d'analyse de régression selon Kaplan-Meier, qui sont les courbes qui sont utilisées, par exemple, pour les cancers du sein, et qui sont des courbes de survie, et qui, là, peuvent intégrer toutes les séries, quel que soit le recul. C'est-à-dire qu'on a des ABAC qui nous disent, eh ben voilà, si on a des patients à 2 ans, eh ben, le taux de récidive, il va être de temps. Si on a des patients qui ont un recul de 8 ans, le taux de récidive va être de temps. Et donc, avec ces ABAC, on pourra comparer, en fonction du délai post-opératoire, ce qui est comparable. Je vous remercie. Très bien. Très bien. Merci, Caroline Leclerc.